Chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de Politis. Comme vous le savez, les Mauritaniens s'apprêtent en moins d'un mois à aller pour voter sur un référendum pour des amendements constitutionnels. Des amendements résultats d'un dialogue entre le pouvoir et quelques partis de l'opposition. Ce soir, mon invité, mais aussi votre invité, est le président du parti PMC Arc-en-Ciel, M. Alassane Hamadi Soma Dibalas. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Très plaisir est pour moi parce que j'ai toujours apprécié vos émissions. Je les ai toujours suivies, mais je n'avais pas encore eu la chance de vous rencontrer sur le plateau. Ça me fait plaisir et un honneur aujourd'hui. Un honneur aussi pour nous. Merci. Comme vous le savez, son parti, le PMC Arc-en-Ciel, a tenu aujourd'hui à son siège un point de presse au cours duquel il a annoncé la participation de son parti au référendum du 5 août prochain et la décision d'appeler à voter oui. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président du parti Alassane Hamadi Soma Dibalas, Somaba bien sûr Dibalas, a avancé les raisons qui ont poussé son parti à prendre part au référendum et à voter oui. Ce soir, il est avec nous, nous saurons tout. Monsieur le Président, d'abord, pourquoi cette conférence de presse aujourd'hui? Oui, il faut cueillir quand il est mûr. Ce n'est que cette logique-là. Et je suis également dans un parti où règne véritablement une démocratie interne. Toute décision qui doit être prise doit d'abord être étudiée par l'ensemble des cadres du parti, la base du parti et même une section qui n'existe nulle part ailleurs, celle qu'on appelle la section externe des sages du parti. En plus également, les coordinateurs du parti se trouvant à l'étranger. Il faut que tout ceci participe à la prise de décision. C'est pourquoi on a pris tout ce temps pour attendre aujourd'hui seulement pour officialiser notre décision. C'est une décision qui a été prise unanimement. Unanimement. Et puis, vous verrez bien, je suis persuadé que les raisons glanées par-ci et par-là convaincront plus d'un. Vous verrez bien. Très bien. Donc, vous allez au référendum et votre campagne sera pour le oui. Tout à fait. D'abord, nous allons au référendum. La question ne devait même pas être posée parce que nous avons volontairement accepté d'aller au dialogue. Et vous savez très bien, il nous a fallu un courage politique immense pour aller au dialogue. Au moment où on avait décidé d'aller au dialogue, ce n'était pas la gens qui l'appréciaient. Et on a eu, c'est tout à fait normal, des colibés qu'on nous a taxés, des rumeurs, du n'importe quoi pour nous décourager. Mais comme on croyait à ce que nous faisions, et aussi on a foi au dialogue. Dès le départ, on a foi au dialogue. Nous sommes un parti pacifique, pacifiste. Donc, on privilégie le dialogue à toute autre solution. Alors, on a accepté d'aller au dialogue. Ce dialogue a été riche en débats pendant 3 semaines. Il a été inclusif. Qui peut avoir les 100% dans ce bas monde? Qui peut avoir les 100%? Personne. Il a été inclusif parce qu'il y a une quinzaine de partis de l'opposition et tous les partis de la majorité présidentielle qui font presque une centaine. Tous ces partis se sont retrouvés au Palais du Congrès pendant 3 semaines pour discuter de tous les problèmes. Et tous discuter librement, âprement, mais librement de tous les problèmes. Il n'y avait pas de question taboue. Il n'y avait pas de question taboue. Il n'y avait aucune question d'ailleurs qui fâchait. Les gens ont accepté de se dire la vérité les yeux dans les yeux. Donc on a assisté à ce dialogue. Et à la fin de ce dialogue, il y a eu un résultat. Un acte politique
cet acte politique, nous l'avons signé. Il nous engage. Nous sommes engagés dans ce processus. Alors, dans cet acte politique, il est dit que pour procéder à ces réformes, je le disais tout de suite à mon meeting, à mon point de presse, pendant ce dialogue, on a été pratiquement des médecins. Tous les dialoguistes étaient des médecins. On a diagnostiqué la Mauritanie. On a passé toutes ces maladies au scanner, à l'IRM, pour les détecter et pour connaître également les remèdes. On en a diagnostiqué 56 grosses maladies. 56 grosses maladies. Ces 56 maladies, il y en a 19 qui sont vieilles déjà, qui sont connues, mais qui n'avaient pas été traitées comme il faut. Il y en a 37 qui étaient nouvelles, récentes. Et dans ces maladies, Arc-en-Ciel, le parti mauritanien du concret, PMC Arc-en-Ciel, a eu le privilège de fixer, d'axer sa plaidoirie sur 10 autres, sur 10 nouvelles maladies, ou sur 10 maladies pour lesquelles on n'avait pas trouvé de remède. On en a discuté, et c'est la fierté de Arc-en-Ciel. Les congressistes, les dialoguistes ont tout accepté, ils ont proposé des remèdes, alors il fallait les appliquer. Et on s'est donné comme échéance 2019. Avant 2019, il faut que la Mauritanie soit saine et sauve. Alors, donc, il fallait partir. On ne pouvait pas ne pas aller au référendum. On ne pouvait pas ne pas aller au référendum. Maintenant, dans ce référendum, naturellement, ces questions, on ne peut pas les faire passer en vrac en une seule fois. Il y a la priorité, il y a les urgences, il y a les obligations constitutionnelles. Le Sénat, ce n'est pas le président Mohamed Abdelaziz, par une signature qui peut le dissoudre. Et d'autres questions. Donc, il fallait passer forcément par la voie constitutionnelle. Il a essayé la première, par la voie parlementaire, qui n'a pas abouti, mais comme la Constitution lui donne une autre possibilité, son article 38, il est également passé par son article 38 pour maintenant s'adresser au peuple. Et là, il faut bien le préciser, il est vrai que les députés, c'est les représentants du peuple, les sénateurs, c'est les représentants du peuple, mais ils ne sont pas le peuple. Ils n'ont pas pu tomber d'accord. Il faut alors retourner au peuple. C'est ce que le président a fait. Il veut retourner au peuple par le biais du référendum, poser certaines questions. Donc, nous, obligatoirement, c'est ce que nous avons demandé, on est obligé d'accepter d'aller au référendum et également de voter oui. Aujourd'hui, on l'a dit clairement, il n'y a plus de jambage, c'est clair et net, nous allons au référendum et nous allons voter oui. J'aurai certainement l'occasion de donner les raisons et les arguments. Et pour aller au référendum, en plus que le référendum a été commandé par le dialogue auquel on a assisté, donc qui nous engage, notre signature, notre engagement, mais également il y a autre chose. Il y a qu'au parti Arc-en-Ciel, on a décidé de ne jamais boycotter une joute électorale. On ne boycottera jamais une joute électorale. Donc fini avec la chaise vide. C'est fini avec la chaise vide, parce qu'elle n'a payé nulle part. On n'a fait la chaise vide qu'une fois, les élections passées. Bon, j'étais avec mes amis du FNDU, par solidarité du groupe, j'ai accepté, mais même en ce temps, je n'étais pas d'accord, mais par la solidarité du groupe, j'ai accepté. Mais là, j'ai eu le temps de préciser à mes camarades que c'est fini la chaise vide, et surtout pour le dialogue auquel nous avons foi, nous ne boycottons pas. Voilà les raisons pourquoi nous sommes partis au référendum, et naturellement, je détaillerai également après pourquoi nous voterons oui. Oui. Mais exactement, ces amendements constitutionnels auxquels la population votera le 5 août prochain font partie des 57 maladies. Oui, oui, oui. Tout à fait. Ah bon? Tout à fait. La dissolution du Sénat, c'est une grande maladie. Parce que vous savez, le Sénat, tout ce qu'on lui reproche, je ne vais pas m'inventer, je ne vais rien dire de nouveau. Ça coûte très cher au budget de l'État. C'est pas tellement efficace. Et puis, comme je l'avais dit, amicalement, hein, je l'avais dit amicalement, parce que c'est fini. Je ne me bagarre plus avec personne. Je cherche
à éteindre le feu. Je cherche à réconcilier les Mauritaniens, donc je ne vais pas provoquer des incendies quelque part. Si dans mes propos passés, j'avais blessé quelqu'un, j'avais outrepassé, je présente toutes mes excuses devant toute la nation mauritanienne. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus offusquer qui que ce soit. Je cherche à réconcilier les Mauritaniens entre eux. Donc, voilà. Oui, vous étiez dans le passé, exactement, je rebondis un peu sur votre intervention tout à l'heure. Vous étiez dans le passé un fervent opposant. Vous venez même dire que vous avez blessé beaucoup de personnes. Pourquoi ce revers? Comment c'est Balas, pourquoi ce revers? Cette page? Ce revers, d'abord, premièrement, est dû à la considération que j'ai sentie auprès du pouvoir en place aujourd'hui. J'ai senti qu'ils prennent en considération ce que je dis. J'ai senti, je n'ai pas senti, je constate, et tous les Mauritaniens constatent avec moi, que je peux voir le président de la République comme je veux. Je peux voir le ministre, le secrétaire général de la présidence comme je veux. Je peux voir le premier ministre comme je veux. Et n'importe quel autre ministre du gouvernement comme je veux. Pour lui exposer les problèmes qu'on me soumet, que le peuple me soumet. Donc, je n'ai plus raison d'être sur les toits et de crier fort. Je le faisais avant, c'est pour qu'ils m'entendent, parce que je n'avais pas la possibilité de les rencontrer. C'est pourquoi je me mettais sur les toits, je criais à Hu et à Dja pour qu'ils m'entendent. Et pour que je vienne leur expliquer. Maintenant, je n'ai pas besoin de crier. Il suffit que je demande de les rencontrer. Et quand je les rencontre, ils m'écoutent attentivement et ils apportent des solutions également aux problèmes des autres. Parce que jusqu'à présent, il faut que ce soit clair, je ne leur ai pas posé mes propres problèmes. J'ai toujours posé les problèmes des autres Mauritaniens et ils sont, soit qu'ils les ont réglés totalement, soit qu'ils sont sur la voie de les régler, mais que le citoyen lambda ne peut pas comprendre. Exactement. Je vais revenir un peu au parti. Quelles sont les raisons qui ont poussé M. Balas à créer un parti? Voilà. Je répondrai avec plaisir, parce que tout à l'heure, lors du meeting, j'ai commencé par là. Quelles sont les raisons? C'est en 2008. En 2008, j'ai constaté que la situation était grave en Mauritanie, la situation politique. Il y avait une dissension politique intense entre les groupes politiques et la tension avait atteint un tel niveau, et d'ailleurs c'est ce qui a conduit au coup d'État. C'était le moindre mal. Le coup d'État, c'était le moindre mal, parce qu'on aurait pu somaliser la Mauritanie. On faire de Nouakchott Mogadiscio. Et là, vous savez les conséquences. Donc, ça a été un moindre mal. Et quand j'ai vu cela, je me suis rendu compte qu'il faut que je vienne en sapeur-pompier. Pour aider la Mauritanie. Parce que depuis ce temps, je me suis dit qu'à mon âge, je suis au crépuscule de ma vie. Je vais bientôt partir et je voudrais laisser comme héritage à mes petits-enfants, même pas à mes enfants, à mes petits-enfants, une Mauritanie démocratique, une Mauritanie apaisée, où l'ensemble des Mauritaniens, la cohabitation est parfaite, l'entente, la considération, le respect réciproque entre tous les Mauritaniens, l'égalité. On est sur la bonne voie donc. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Aujourd'hui, j'ai eu une preuve éclatante que je montrerai aux Mauritaniens. Quand vous sortirez les images, vous verrez très bien que la cohabitation est possible entre les Mauritaniens. Aujourd'hui, je suis très satisfait. Dieu merci. Mes camarades de la communauté arabe ont répondu en masse. C'est un cas d'école. Dites-moi qui a fait ça avant. Dites-moi qui a fait ça avant. Et aussi bien du côté des partis dirigés par les leaders noirs que du parti dirigé par les leaders arabes, ou Beydan. Aujourd'hui, j'ai une influence exceptionnelle. Donc les gens, de plus en plus, ils découvrent le discours, ils découvrent l'homme, ils acceptent, ils adhèrent. Et vous verrez encore, ça, Inch'Allah Rabbi, ça ira de plus en plus. Donc alors, en 2008, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je rentre dans la danse pour calmer, pour conseiller
Et je l'ai fait. Et j'ai su que je ne pourrais jouer ce rôle sur le plan national qu'en créant moi-même mon propre parti. Alors j'ai créé le parti. C'était d'abord un parti, un lanceur d'alerte, parce que les dangers étaient nombreux. J'étais un lanceur d'alerte. Et après, au fur et à mesure que j'avançais, parce que l'appétit vient en mangeant, je découvrais qu'il y avait d'autres missions également régaliennes qui m'incombaient. Voilà donc ce qui m'a poussé à créer le parti en 2008. Mais comme je l'avais dit une fois ici, je crois que c'était sur votre télé, les gens ne me connaissant pas politiquement, n'ayant pas découvert ma philosophie politique, n'ayant pas confiance, n'avaient pas répondu à l'appel. Jusqu'à un moment, comme je l'ai dit, j'ai pris mon récépissé, je l'ai mis dans un xylophane, je l'ai mis dans le congélateur pour qu'il ne pourrisse pas. J'ai attendu que les gens viennent, commencent à croire après mes émissions. Vous en avez été pour quelque chose, Télé Watania, TV Watania. C'est l'occasion pour moi de vous remercier et de vous féliciter. TV Watania en a été pour quelque chose. Les gens ont fini par découvrir. Ils sont venus me dire, écoutez, Président Balas, sortez le récépissé du congélateur, on va essayer de le réchauffer un peu et on va travailler. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, aujourd'hui, nous en sommes là. Très bien. Vous étiez en tournée européenne dernièrement, au mois de mars. Oui, mais il y a un an, hein. Il y a un an que j'ai effectué cette tournée européenne. Bon, là aussi, c'était parce que les Mauritaniens, ce n'est pas seulement ceux qui vivent en Mauritanie. Nous avons une diaspora importante et qui est mal informée, malheureusement, qui est mal informée parce que les gens ont découvert que pour capter leur attention, il faut amener un discours sectaire ou une violence verbale. C'est ça qui les plaisait. Donc les gens ils étaient emballés. Et je me suis dit non, il faut que je fasse cette tournée pour rétablir la vérité. J'ai fait cette première tournée, ça s'était très bien passé parce que les gens m'avaient bien écouté. Et là maintenant, je vais, Inch'Allah, jeudi prochain, le 13, à Paris seulement, parce qu'on commence le 20, la campagne ici. Je dois revenir le 18 ou le 19 au plus tard. Je vais à Paris parce que je vais rencontrer exactement, je vais faire une conférence pour renouveler le discours. Je vais renouveler le discours avec des preuves nouvelles, des preuves palpables. Je vais transmettre ça à la communauté mauritanienne. Et comme leur principal problème là-bas, c'est le recensement, c'est leur état civil. Beaucoup d'entre eux perdent leur carte de séjour, beaucoup d'entre eux perdent leur emploi. Le problème du recensement, ce n'est pas seulement ici, et c'est surtout eux. Donc j'ai demandé aux autorités d'aller à Paris, d'abord de rencontrer la communauté, la diaspora mauritanienne, de recenser les problèmes et d'avoir une séance de travail avec l'ambassadrice et l'état civil, les responsables de l'état civil en présence des représentants de la diaspora. Et là, vous voyez, les autorités m'ont fait cette faveur, le gâteau, de programmer déjà cette rencontre avec l'ambassadrice, avec les responsables de l'état civil, les responsables et des représentants de la diaspora. On va discuter de tous les problèmes. Ils vont venir dire qu'est-ce qu'ils... Cette question, Monsieur le Président, vous avez rencontré le président de la République, Mohamed Aziz, Oui. mais aussi son Premier ministre. Oui. Et nous avons vu les images, c'était cordial, c'était vraiment... Oui, oui. Quelles étaient leurs réponses concernant l'enrôlement L'enrôlement, leur réponse, c'est que, effectivement, depuis le temps de Mourabi, parce que j'avais vu Mourabi et j'ai vu également le nouvel administrateur, directeur général. Oui. Oui. Donc j'ai vu Mourabi quand il était encore là, ainsi que le nouvel administrateur général. Oui, le président, c'est pour les problèmes, multiples problèmes nationaux. On avait parlé de l'état civil, des problèmes que rencontraient les gens. On avait parlé de tous les problèmes du foncier, de la diaspora, etc. Énormément de problèmes, énormément de sujets. Mais exactement pour revenir à l'état civil,
le président avait bien dit que oui, effectivement, ils se sont rendus compte qu'ils ont mis un excès de sécurité dans le système, à tel point que même lui, il n'a pas été épargné. Lui, le président de la République, c'est lui qui me l'a dit. Ah bon? Même lui-même, sa fille, pour régulariser ses papiers, il a fallu plus de 2 mois pour qu'elle puisse, parce que à cause du système, de la rigueur du système, ils ont excessivement sécurisé le système. C'est normal, c'est pas parce que quand même c'est extrêmement important de contrôler la nationalité de ses concitoyens, mais ils ont mis un excès de sécurité. Alors le président m'a dit qu'il s'en est rendu compte parce que, et il m'a dit, mais président Balas, les gens ont tendance à croire que c'est la communauté noire seulement qui a des problèmes à l'état civil. Ce n'est pas la communauté noire seulement qui a des problèmes. J'ai une délégation qui est venue d'Atar, que j'ai reçue ici, qui se plaignait. J'ai une délégation de nos parents Regueba, de Nouadhibou, qui sont venus ici, qui se plaignaient, qui ont des problèmes. Et d'autres Mauritaniens de l'Est. Et c'est en ce temps qu'il m'a dit, moi-même, ma fille a eu des difficultés pour terminer ses pièces d'état civil plus de 2 mois. Et en ce temps, il m'a mis tout de suite en relation avec l'ancien ADG que j'ai rencontré, qui m'a expliqué les difficultés techniques, mais qu'ils ont compris et qui sont en train de remédier à cela. Et le président m'a dit qu'il est tellement sensible aux complaintes de la population qu'auparavant, la commission qui était chargée de surveiller, de gérer ce problème d'état civil était présidée par un ministre, mais que maintenant, il a désigné 3 ministres pour diriger cette commission, pour lui amener, lui faire la liste de toutes les difficultés, les solutions envisagées. Et je sais que cette commission a siégé, elle a commencé à travailler et le changement commence déjà à intervenir dans les bureaux d'état civil. Bonne nouvelle. Les changements commencent à intervenir déjà dans les bureaux d'état civil. Et c'est pourquoi je suis fort d'aller également en France voir avec l'ambassadrice, avec l'état civil, comment régler le problème de cette diaspora. Parce que c'est notre intérêt, cette diaspora. Elle fait vivre beaucoup de Mauritaniens ici. Très bien. Pensez-vous que ce dialogue dont votre parti a assisté entre septembre et octobre dernier permettra à la Mauritanie de solder la crise de la tension politique? Je ne pense pas, je suis persuadé. Je suis persuadé que ces 56 maladies dont je vous ai parlé au départ, si elles sont traitées, elles sont guéries, il n'y aura plus de tension politique en Mauritanie. Parce qu'il ne restera plus que les tensions, les égos des uns et des autres. Il ne restera plus que les tensions crypto-personnelles entre les gens et les autres. Aujourd'hui, j'ai montré une image que le peuple mauritanien, lui, il peut se réconcilier. Maintenant, s'il y a des problèmes, c'est entre les dirigeants, les hommes politiques. Et j'ai lancé un appel solennel au président Mohamed Abdelaziz et au FNDU, que ça doit s'arrêter. Ils doivent trouver un terrain d'entente. Et s'ils aiment la Mauritanie, eux tous, s'ils aiment bien la Mauritanie, s'ils aiment l'intérêt de la Mauritanie, qu'ils sachent qu'ils ont la Mauritanie, les Mauritaniens sont prisonniers de leur comportement politique. Ils ont le stress, ils ont la tension, les Mauritaniens. Il faut que les leaders politiques de ce pays-là se réconcilient. Et c'est possible qu'ils se réconcilient. Il faut qu'ils soient objectifs, qu'ils acceptent de se mettre autour d'une table, qu'ils placent les égos à côté et puis qu'ils pensent à l'intérêt national, au devenir de la Mauritanie. Je leur ai lancé cet appel aujourd'hui. Je veux cette union sacrée. Arc-en-Ciel veut assumer cette mission de réconciliateur, parti réconciliateur des Mauritaniens. Vous étiez membre du FNDI. Que pensez-vous du FNDI? Pourquoi cette coalition de partis d'opposition aussi importants n'ont pas participé au dialogue? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est fini, je ne jette plus le caillou à qui que ce soit. J'étais membre de ce FNDU pendant longtemps. Les membres du FNDU savent les discours que je leur tenais. Bon, malheureusement, comme les autres ne sont pas au courant de nos discussions,
Ils ne peuvent pas imaginer ce que j'avais un discours plus acerbe quand j'étais à l'intérieur de FNDU. Ils vont le certifier, mes collègues présidents, membres du FNDU. Je leur disais le langage de la vérité. Ils le savent, ils le reconnaissent. Bon, mais vous savez, au FNDU, c'est un conglomérat de partis politiques, de philosophies différentes, d'intérêts différents, de programmes quelquefois Pourtant, très ils différents. s'entendent bien, ceux qui m'ont. Ils s'entendent bien, mais c'est une entente de façade. Ah bon? Ah oui, parce que vous voyez, c'est pas méchant, je pense. C'est pas méchant que je le dise. Ils vont aller depuis combien de temps ils sont en train de discuter s'il faut aller au référendum ou pas. Voilà, ils n'ont pas pu avoir l'unanimité. Il y a 2 partis qui se sont dégagés qui vont aller au référendum. Et d'autres, il y a une scission encore nouvelle. Et ces 2 partis, s'ils les traitent de la même manière qu'ils ont traité Arc-en-Ciel et le président Balas, ils vont les exclure. Parce que moi, j'avais décidé seulement d'aller au dialogue, on m'a mis à côté. J'avais décidé d'aller au dialogue, on m'a mis à côté. Maintenant, il y a 2 partis que je trouvais sages. Je trouvais que leur décision est sage. D'ailleurs, ils sont sages, les présidents de ces partis-là. Hein? Ils ont décidé d'aller au référendum. Je pense qu'ils subiront le même sort que Arc-en-Ciel avait subi. Normalement, sinon il y aura 2 poids 2 mesures. Très bien. RFD, exactement. RFD, bon, j'ai au parti Arc-en-Ciel, le droit d'aînesse est sacré. Le RFD, c'est notre aîné, c'est l'aîné des partis politiques. Le président du RFD, le doyen Ahmed Dada, je lui concède beaucoup de respect, beaucoup de considération. C'est mon aîné en politique, c'est mon aîné en tout genre. Je lui concède beaucoup de respect. Par le passé, j'ai eu à le bombarder, hein, lui aussi. J'avais eu à le bombarder, mais je retire tous ces missiles que je lui avais envoyés, je le retire parce qu'aujourd'hui, je veux pousser le FNDU, le président Aziz, tous les hommes politiques, d'être des hommes politiques au lieu d'être des politiciens. Et pourquoi ils n'ont pas accepté d'aller au dialogue? Eux, ils n'ont pas pu accepter, mais ça, c'est eux qui peuvent le dire. Mais moi, quand j'étais au FNDU, ça ne reposait que sur une réponse du président Aziz. On a discuté, il fallait que le président Aziz réponde par écrit. Et le président Aziz, pour des raisons qu'il connaît, avait refusé de répondre par écrit. Voilà. Je trouve que c'est bénin, ça. Ouais. Quand on pense à l'intérêt national, quand on pense aux conséquences, quand on pense au discrédit que ça jette sur le pays. Depuis 2 ans, 3 ans, l'étranger dit qu'il y a une crise politique en Mauritanie. Ça bloque les investisseurs, ils ont peur de venir. Les hommes d'affaires, ils ont peur de venir. Non, c'est un pays où il y a un climat politique délétère. Les gens ne s'entendent pas. Tout ça, ils ne savent pas. Indirectement, ça cause beaucoup de préjudice à la Mauritanie. Qu'ils y pensent. Je leur demande qu'ils y pensent et qu'ils reviennent à la raison, qu'ils discutent. Il est possible qu'ils trouvent des solutions. Il est possible qu'ils trouvent des solutions. C'est tout. Ah, très bien. Vous avez vu leur dernier communiqué qu'ils ont... Quand ça? Sorti quand? Aujourd'hui, je crois. Non, aujourd'hui, je n'ai pas vu. Parce que ça fait 3 jours. Vous avez vu que j'ai perdu, même vous constatez que j'ai hier, perdu. exactement, le 7 juillet. Exactement. Non, vous avez constaté... Les signataires, c'était Sawab, un parti qui avait participé au dialogue avant... Oui. L'Ouatan, RFD, FNDU, UNAD, FPC, de Sabacham. Oh oui, j'ai entendu parler de ce communiqué, mais comme vous constatez, j'ai même perdu la voix, parce que voilà 1 semaine que je préparais avec mes moyens de bord, que je préparais avec mes moyens de bord mon meeting, mon premier meeting. Je reste au siège jusqu'à... Hier, toute la pluie, j'étais au siège jusqu'à 3 heures du matin, donc je n'ai pas eu le temps. Alors que je suis un accro de l'Internet, je n'ai pas eu le temps de lire. Mais j'ai entendu parler que ils ont fait un communiqué comme ça. Ouais. Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je ne l'ai pas lu. Vous avez un conseil pour les FPC de Sambacham, votre ami Oui, naturellement, parce que bien que il a participé avec vous au dialogue. Oui, bien que je comprenne très bien sa position, avec tout le parcours qu'il a parcouru, qu'il a mené, je comprends sa frustration et je comprends aussi, je ne peux pas comprendre qu'on lui refuse son récépissé, Sabacham. Ouais.
on a accordé des récépissés à d'autres qui sont beaucoup plus virulents que lui, qui ont une violence verbale connue de tout le monde. Donc là, peut-être que tout ça, bon, c'est lui qui connaît pourquoi il a claqué la porte. Il était venu au dialogue. Moi, j'étais très content parce que c'était un début de rétablissement d'un bon climat entre lui. Et aujourd'hui, je veux que tous les partis, toutes les parties, que ce soit du pouvoir de l'opposition, s'entendent bien. Ça n'empêche pas qu'on se dise la vérité. Ça n'empêche pas qu'on dise réellement, sans mettre des gants, quel est l'intérêt de la Mauritanie. Donc, quand il était venu au dialogue, j'étais très content. Je me disais qu'au bout, bon, ben, je ne sais pas, là aussi, c'est lui qui connaît les raisons profondes, parce qu'on n'a pas eu à en discuter, pourquoi il a claqué la porte. C'est tout, c'est regrettable. Ouais. Mais en tout cas, j'ai pendant le dialogue, dans la contribution d'Arc-en-Ciel, on a demandé officiellement que le FPC ait sa reconnaissance, que IRA ait sa reconnaissance. C'est une question d'équité politique. Oui. Monsieur le Président, vous avez, au cours de votre face-à-face sur Chengueti TV, oui, il paraît que vous avez critiqué le FNDU et aussi le mouvement IRA. Non. Alors là, j'avais plutôt critiqué certains journalistes qui annoncent des nouvelles qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas avérées. Le mouvement IRA, je ne l'ai pas critiqué. C'est le journaliste qui m'a posé la question sur Biram Daoula Bey. Je n'ai pas eu le temps de répondre et je lui ai dit que la prochaine occasion, j'en parlerai. Le FNDU également, j'ai critiqué, mais ce n'est pas une critique méchante, c'est une boutade. C'est des amis, c'est une boutade, c'est pour leur dire, ils sont suffisamment responsables, ils sont suffisamment matures, ils sont suffisamment politiques pour savoir que perpétuer ce conflit contre le pouvoir, ça ne servira pas à la Mauritanie. C'est un peu pour les ramener à la raison. Surtout que je vois que si ça dure, ils vont se fissurer davantage. Ils vont se fissurer davantage. Attention, pas de 2 poids, 2 mesures. Quand Balas avait décidé d'aller au dialogue, on lui a dit, ben, Monsieur Balas, alors merci. Alors quand maintenant 2 autres décident d'aller au référendum, j'espère qu'ils subiront le même sort. Sinon, on va les taxer de 2 poids, 2 mesures ou bien autre chose encore d'ailleurs. Bon, donc je ne les ai pas critiqués. Si je les avais critiqués, et tous ceux que j'avais critiqués auparavant, Balas, le parti Arc-en-Ciel est désormais un parti réconciliateur. Donc, je présente mes excuses à tous ceux que j'avais critiqués déjà auparavant. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Je m'assagis de plus en plus. Je suis en contact avec la réalité. Je suis en contact avec la réalité. Je suis obligé de rectifier un peu mes positions. Et surtout que c'est les militants, les sympathisants qui me font des critiques. Moi, je prends en considération les critiques, négatives comme positives. Je considère que toute critique est constructive. Donc, les critiques que les gens font, les conseils que les gens me donnent, je les prends en compte. C'est fini. Je critiquerai un programme politique. Je ne critiquerai pas une personne. Non. Très bien. Voilà. Monsieur Balas, revenons un peu sur la question des vallées du fleuve Sénégal. Oui. Qu'avez-vous à en dire? Vous avez discuté avec le Premier ministre qui a été taxé par les médias de... Oui, mais ça c'est clair maintenant. Le Premier ministre, il y a une information qu'il a taxée, vous la savez, c'est pas la peine de revenir. Moi, il m'a dit que c'était erroné, que ça n'existait pas, il m'a donné les preuves. J'ai fait un communiqué assez explicite. Et lui-même, le surlendemain, sur Tawari, il a également officiellement démenti. Ça s'est passé. Et on n'a pas parlé du problème de terre, du foncier de la vallée, non. Parce que ce que les gens reprochent au Premier ministre, il est en train de le démentir. Quand les gens disent que le Premier ministre a dit qu'il ne va pas accepter le développement de la vallée, là, il est parti inaugurer. C'est de l'électrification dans toute la vallée. C'est du goudron, c'est le désenclavement dans toute la vallée, depuis Rosso jusqu'à Gouraï.
Ça n'existait pas. Et quand dans une région, on a le goudron, on a l'électricité, je considère que le reste, c'est la population qui doit un peu mouiller sa chemise aussi. Ce n'est pas l'État qui doit tout faire. Si l'État amène les infrastructures routières adéquates, l'électricité, le reste de la population doit également mouiller sa chemise. Bon, et le foncier, on en a parlé suffisamment au dialogue. On a dit que le foncier, il n'est plus acceptable, il n'est plus permis qu'on touche aux terres de la vallée, de quelque part que ce soit en Mauritanie, qu'on les aménage sans consultation avec les propriétaires terriens. Les propriétaires locaux, il faut toujours qu'on les voie, qu'on discute avec eux, qu'on n'en fasse pas des métayers. Hein? Donc qu'on discute avec eux, que tout ce qu'on veut investir, ce soit avec leur participation. Et là, c'est objectif. Tout le monde a accepté. Ça a été décidé au dialogue. Et ce qui a permis cette, je ne dirais pas, cette pagaille foncière, c'est le fait, cette ordonnance 80 qui a pratiquement balayé le droit coutumier. Parce que dans la vallée, personne n'a de documents. Ce n'est que par le droit coutumier qu'on atteste les témoins. C'est des terres léguées par le... Vous voyez, et nous sommes en République islamique. Le Coran, l'islam le reconnaît très bien. Les témoignages des notables du village, ça vaut mieux qu'en papier. Hein? Donc, c'est le droit coutumier. On n'a qu'à demander aux doyens des villages, on n'a qu'à demander aux notables, aux érudits, aux marabouts, aux imams de mosquées, qu'ils témoignent. S'ils témoignent, ça vaut plus qu'en papier, qu'en titre foncier. Alors, ça, l'ordonnance 8327 l'avait balayé et avait permis à d'autres de vouloir venir tenter s'accaparer de ces terres. Une terre, on ne peut jamais l'accaparer définitivement. Vous avez vu au Zimbabwe, vous avez vu en Afrique du Sud, les colons qui avaient accaparé des terres depuis des siècles. Tôt ou tard, ils ont fini par les céder à leurs propres propriétaires. Une terre que les gens ne se trompent pas, on ne peut pas l'accaparer ad vieternam. On ne peut pas l'accaparer ad vieternam. Et surtout que maintenant, la Cour pénale internationale encore criminalise les dépossessions de terres. Bon, donc là, c'est en bonne voie. Il faut que les résolutions du dialogue soient appliquées jusqu'à ce qu'on dépasse ce premier chantier de révision constitutionnelle, qu'on dépasse un deuxième chantier de la révision de la CENI, de la loi électorale, des conseils régionaux. Ce sera le deuxième chantier. Au troisième chantier, on parlera principalement de l'unité nationale, dont le foncier. Et il y aura des lois organiques. Des lois organiques seront là pour préciser très bien comment gérer ces terres-là, comment les exploiter, avec toujours la participation, avec toujours le consentement des propriétaires terriens. Ça, on l'a définitivement réglé au dialogue. On ne peut pas revenir là-dessus. Très bien. Et concernant le passif humanitaire? Le passif humanitaire, vous savez plus que moi, avant le dialogue, il était dit que le passif humanitaire est réglé, que c'est fini, qu'on n'en parle plus. La prière de Kaïdi a été faite, des indemnisations ont été faites. Il y a certaines veuves qui ont eu des indemnisations, on leur a donné des terrains, on leur a donné des enveloppes. Donc c'est fini. Mais non, au dialogue, on a reconnu, des preuves à l'appui, on a reconnu que que le passif humanitaire n'est pas réglé. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont encore au Sénégal et au Mali qui ne sont pas revenus. Il y a beaucoup de victimes ici en Mauritanie qui n'ont pas été indemnisées, qui ne sont pas rentrées dans le droit. Donc les dialoguistes ont accepté qu'on rouvre à nouveau le dossier du passif humanitaire. Le passif humanitaire sera réouvert. Et là, il y aura certainement une loi organique encore qui précisera comment les modalités pour que désormais, après cette fois-ci, que tout le monde soit satisfait. Que tous ceux qui ont été victimes de ces événements soient remis dans leurs droits. Et à Arc-en-Ciel, nous ne limitons pas les événements seulement aux événements de 89. Non,
nous remontons en 1975 à la guerre du Sahara. Nos parents du Sahara, les Regueïbat, avaient subi également ce que les gens de la vallée ont subi en 1975. On doit les mettre là-dedans. Et il y a encore d'autres, les militaires qui étaient morts à la guerre du Sahara, on ne peut pas les oublier. Hein, pour sauver la patrie, il ne faut pas les oublier, etc. D'autres Mauritaniens qui sont décédés comme ça, jusqu'à présent, ça ne s'est pas éclairci. Et tous ces dossiers, c'est dans le passif humanitaire. On doit les ouvrir à nouveau, les étudier et remettre le doigt en place pour que cette page soit définitivement tournée. Et naturellement, également, ces événements, quels étaient les auteurs, les responsabilités et tout. Ben, là, la loi organique précisera ce que je ne vais pas anticiper. Mais j'espère que cette fois-ci, elle va définitivement et totalement poser des solutions pérennes pour qu'on n'en parle plus, qu'on tourne cette page, qu'on se tourne plutôt vers le développement de la Mauritanie, vers l'émergence de la Mauritanie. C'est plus important. Et cette émergence, ce développement, il peut se faire que quand tous les Mauritaniens sont ensemble, dans la paix, dans la joie, dans l'acceptation réciproque. C'est en ce temps qu'il y aura le développement du pays. C'est en ce temps qu'il y aura l'émergence. La Mauritanie, on n'a rien à envier au Qatar, rien à envier à Dubaï, on n'a rien à envier à l'Arabie Saoudite. On a autant de richesses. Dieu nous a donné autant de richesses que tous ces pays. Si c'était bien géré, on allait être aussi heureux que les gens du Moyen-Orient, du Golfe. Mais tout ça, ça a été discuté au dialogue. Tout ça, ça a été discuté au dialogue. Et je demande aux gens, à la population mauritanienne, de relire l'acte politique qui a sanctionné le dialogue. Ils verront qu'il n'y a aucun problème qui a été omis. Et tous les problèmes trouveront des solutions. Mais comme on ne peut pas les amener tous en même temps, il y a, comme je vous ai dit, le premier chantier, c'est ce référendum. Je demande aux Mauritaniens que le passif humanitaire soit réglé. S'ils veulent que tous les autres problèmes soient réglés, il faut que le référendum aussi passe. Très bien. Il faut que le oui aussi passe. Sinon, même les recommandations du dialogue concernant le passif humanitaire, concernant l'emploi des jeunes, concernant la discrimination positive, concernant l'éradication des séquelles de l'esclavage, tout cela, ça sera remis également à l'eau. Ça sera remis également à l'eau. Très bien. Parlons un peu de quelques résultats du dialogue, comme le drapeau. Parlez-nous un peu de ce drapeau. Le drapeau, sincèrement, pendant le dialogue, je n'avais pas accordé une grande importance à cette question. C'est très rouge. Pourtant, j'ai présidé 2 fois ou 3 fois cet atelier, mais ce n'est pas du drapeau même qu'on parlait quand j'ai présidé les séances. Mais le drapeau, ce que les Mauritaniens ne savent pas, ce qui leur manque encore. Moi, dans ce rouge, le président Aziz, il peut donner l'explication, une signification pour son rouge. Que c'est le sang des martyrs de tel martyr. Mais ça, c'est lui qui le voit. Moi, je peux en donner une autre signification. Moi, je peux dire que ce rouge-là, exactement, c'est le sang des militaires mauritaniens qui sont décédés à la guerre du Sahara. Tous les militaires mauritaniens confondus, morts à la guerre du Sahara. Pendant la colonisation aussi. Oui, pendant la colonisation, mais qu'on ne s'arrête pas seulement pendant la colonisation. Pendant la colonisation, c'était toujours pour sauver la patrie. C'est pour sauver la dignité mauritanienne. Ces gens aussi, c'était pour toujours sauver la patrie, même si c'est après la colonisation. Bien sûr. Donc ceci, moi je peux considérer que c'est le sang. Moi je peux considérer que c'est le sang également des 28 qui ont été tués à Inal. Moi, je peux m'enorgueillir, m'en réjouir, parce que moi, pour moi, dans mon subconscient, c'est le sang versé à Inal en 1990. C'est le sang de ces milliers de gens qui ont été tués dans la vallée en 1989. C'est le sang de ceux qui sont morts pour la patrie, de mon ami Bousseif dont l'avion est tombé dans la mer à Dakar. C'est le sang de ce gouverneur qui a quitté Nouadhibou pour Zouairat qu'on ne retrouve plus. Moi, je peux donner cette signification.
Et attention, la signification du peuple est quelquefois très officielle. Je vous donnerai des exemples terre à terre. Les carrefours de Nouakchott. Quel est le carrefour officiel nommé par l'État? Le carrefour Madrid. N'est-ce pas? Ça, c'est un carrefour officiel, c'est reconnu. C'est la mairie de Nouakchott, la communauté urbaine, avec des Espagnols, officiellement, avec tout un tintamarre. Mais il n'est pas plus célèbre que le carrefour Hierosar. Il n'est pas plus célèbre que le carrefour Touré. Il n'est pas plus célèbre que Char Messoud Goucher, Char Dimi, Goudron Aziz. Ça, c'est la population qui a donné ces appellations, ces noms, qui sont également valables, qui sont plus populaires que le carrefour Madrid. Donc, ce n'est pas un grand problème. Le rouge des drapeaux, moi, je n'en fais pas un problème. Si le président Aziz dit que c'est pour les martyrs, moi, je dirais oui, c'est pour tous les martyrs mauritaniens. Et parmi ces martyrs, je citerai d'abord les militaires qui sont morts dans la guerre du Sahara pour défendre ces militaires qui ont été exécutés le 28 novembre 90 à Inal, etc. etc. Donc, c'est la flébisterie politique. Oui. Bon, et les conseils régionaux? Oui, les conseils régionaux, c'est tout à fait normal. Si les régions, les populations des régions... Vous ne pensez pas qu'ils coûteront plus cher que les Sénats? Mais tant pis, il y aura un rendement supérieur. Parce que là, c'est les originaires même de la région, c'est les fils même de la région à qui on va confier le développement de leur région. De leur maman, le développement de région, qui en profitera? C'est leur maman, c'est leur papa, c'est leur fils, c'est leur cousin, c'est leur neveu, qui sont là aussi en train de les regarder. S'ils continuent à pâtir dans le sous-développement, mais ils savent quel est le responsable. Le responsable, c'est celui-là qu'ils ont élu et qui est d'eux. Ça va les pousser à s'occuper de leur région, à développer leur région. Ça, c'est meilleur que n'importe quel prix. Comme on dit, la démocratie n'a pas de prix, mais le développement aussi n'a pas de prix. Si c'est ça qui va pousser les régions, les conseillers régionaux, à construire des écoles suffisamment, à construire des hôpitaux, des dispensaires, des aéroports, des usines, à trouver des partenaires qui vont venir développer, qui vont venir aider les populations locales à se développer. Si c'est ça, mais tout ce que ça aura coûté, ça en aura valu la peine. En tout cas, je préfère le Sénat. Je trouve que c'est très loin. Ça ne connaît pas les réalités. C'est à Nouakchott. Il faut décentraliser. Il faut décentraliser. Donc... C'est-à-dire, on rejoint l'idée de Samba Thiam, oui, PC. Oui. Doit être très content, ce n'est pas seulement la seule idée où je rejoins Samba Thiam. Il y en a beaucoup d'autres encore. Bien sûr, oui. Ce n'est pas seulement la seule idée. Sincèrement, il peut contribuer. Donc, donc, nous avons parlé de drapeau. Oui, le drapeau. Des conseillers. Les conseils régionaux. Quoi encore? Pour la révision constitutionnelle, il y a l'hymne national. L'hymne national. Mais l'hymne national, moi, je veux bien qu'on donne un texte à cet hymne national. Parce que moi, depuis que j'étais enfant, jusqu'à maintenant, à mes 67 ans, l'hymne national, quand j'entends la musique, c'est Wuldada Gasendar, Wuldada Gasendar. C'est pas ça. Non, pensez à ça. Non, ah oui, j'ai enseigné pendant 12 ans, et je n'ai jamais pu avoir le texte pour l'enseigner à mes élèves, pour dire voilà votre hymne, ce qu'il veut dire. Si, il existe, monsieur. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Et beaucoup de gens, comme moi, ne connaissent pas le texte. Pas ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Si pas maintenant il y a un texte, là c'est déjà un progrès. C'est le seul hymne national qui comprend ayah du Coran. Oui, pareil. Donc il est très important. Oui, mais seulement les gens ne portaient pas beaucoup d'importance parce que, il faut le dire aussi, il faut oser le dire, nous manquons d'éducation civique, malheureusement. Oui. Très bien. Passons à autre chose. Maintenant, on est à terme de notre émission. On va parler économie. Oui. Quelle lecture faites-vous de l'économie de ce pays? Mais l'économie du pays, l'économie déjà ne peut être rayonnante que s'il y a une stabilité reconnue dans le pays.
s'il y a une stabilité reconnue dans le pays. C'est pourquoi j'ai lancé officiellement cet appel aujourd'hui aux politiciens de devenir des hommes politiques, de penser à l'image du pays, l'image de la Mauritanie. L'économie, aujourd'hui, du pays, ça balbutie. Ça balbutie parce que nous importons tout de l'extérieur. Et l'extérieur, les gens n'ont plus, les investisseurs n'ont plus confiance. Parce qu'ils se disent, mais c'est instable. Les gens ne s'entendent pas. Ils se canardent. Tout peut arriver. Donc, on ne va pas mettre ses œufs dans un panier comme ça. Et ça fait... les gens augmentent les assurances, augmentent le coût de l'assurance. Et ça se répercute sur les prix de la calebasse du panier de la ménagère. Et également, les gens, s'ils viennent des contrats, des sociétés, ils sont découragés, ils rompent les contrats, ils retournent chez eux. Tout ça, ce n'est pas bon pour l'économie d'un pays. Ça commence d'abord, il faut la santé politique. Il faut la joie politique d'abord, pour rassurer. Nous avons tout ce qu'il faut pour avoir une économie rayonnante. C'est pourquoi notre Ouguiya tient. Nous avons des garanties. Notre sous-sol regorge de garanties réelles. Notre mer regorge de garanties réelles. Ce n'est pas pour rien que notre Ouguiya tient, alors que d'autres pays, leur monnaie nationale, même Emmanuel Macron, le président français, a reconnu la santé de l'Ouguiya il n'y a pas longtemps. Il a reconnu. Et pourquoi? Par rapport au CFA. Oui. Par rapport au CFA, même d'ailleurs. L'Ouguiya par rapport au CFA, donc par rapport à l'euro, par rapport... Ça, c'est une prouesse. C'est une prouesse mauritanienne. On aurait pu faire encore mieux. Mais ça ne va commencer que par la réconciliation politique. Très bien. Bon, un appel aux Mauritaniens. Oui, un appel aux Mauritaniens. Ça, je me plais bien. Cette question, je l'aime bien. Les Mauritaniens, qu'ils sachent qu'aucun d'entre eux n'a choisi d'être Mauritanien, de naître Mauritanien et d'être Mauritanien. C'est Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a fait de nous des Mauritaniens. C'est lui qui a voulu qu'on vive ensemble. Donc, de grâce, Mauritaniens, je m'adresse à vous, de grâce, Mauritaniens. La volonté d'Allah, respectons-la. Dieu sait pourquoi il nous a mis ensemble, pourquoi nous vivons. Et il sait qu'il y a des noirs, qu'il y a des blancs, que c'est des cultures différentes, c'est des langues différentes. Mais malgré tout cela, il a tenu. Et il l'a dit dans son Coran, je vais vous créer différents pour que chacun d'entre vous cherche à découvrir l'autre, l'aspect, le côté positif de l'autre. Acceptons-nous, réconcilions-nous, aimons-nous, respectons-nous. Notre pays sera il fera plus beau vivre dans notre pays, sera le plus beau, en tout cas de cette Afrique-là, toute l'Afrique, et même à plus forte raison que l'Afrique occidentale. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous vivions heureux, qu'il n'y ait pas de chômeurs en Mauritanie, que tout le monde soit payé, que tout le monde vive à l'aise. Mais c'est par notre faute nous-mêmes que nous traversons ces difficultés. Et ces difficultés ne disparaîtront que quand on se tiendra la main dans la main, quand on s'acceptera sincèrement et quand on se respectera mutuellement. Voilà l'appel que je vous lance. Merci beaucoup, Monsieur Balas. Chers téléspectateurs et téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Que Dieu préserve la Mauritanie. Amen. À la fin de cette émission, je remercie vivement Monsieur Balas d'avoir accepté mon invitation, mais aussi à vous et à la prochaine. Au revoir.